Bienvenue. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous rejoignent seulement maintenant, mais en tout cas, nous, pour ceux qui étaient là, on arrive à la fin, à la dernière ligne droite de cette biennale, l'axe 3 dans le programme. Et du coup, on va commencer tout de suite ce temps un petit peu de clôture avec la restitution de cette journée par Olivier Godin. Alors, je vous présente quand même, docteur en philosophie et enseignant-chercheur à l'École de la nature et du paysage. Et vous vous prêtez donc ce soir à l'exercice de la réaction à chaud. Alors, on vous écoute maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre et qui l'ont rendue possible. Je vais essayer effectivement non pas de restituer ou de synthétiser, mais comme Grégoire Bouzier m'a invité à le faire, de proposer une forme de regard sur ce que j'ai pu entendre. Forcément, ça n'est pas exhaustif de la journée d'aujourd'hui. Et donc d'abord un mot pour dire à quel point ça a été un plaisir de voir ces lieux remplis de tant de personnes différentes qui parfois découvrent pour la première fois l'école, d'autres fois la retrouvent. Et donc je vais faire ça en 6 points qui seront peut-être environ 10 chacun, à chaque fois avec un mot qui me permet de dérouler un peu un fil. Ça ne sont que des propositions. Le premier point, c'est le lieu. On a beaucoup entendu parler de cette question de l'espace, des lieux, et ici c'est d'abord un lieu, justement, un lieu d'une école où sont possibles des rencontres entre des points de vue différents, des métiers différents, des expériences, des rencontres aussi entre, on pourrait dire, des territoires différents, même si ce n'est pas forcément des territoires éloignés, mais ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas uniformes. Et ça s'est beaucoup entendu dans les échanges entre les intervenants et intervenantes. Le deuxième point, ce sont les idées. J'ai été forcément aussi, en tant que effectivement, formé plutôt en philosophie, un peu ma niche écologique, c'était les dialogues des idées. J'étais très heureux de pouvoir suivre ces échanges-là, mais je trouve qu'il y avait des idées partout, et il y a eu des arguments aussi avancés, parfois assez forts, assez fermes, quant à la nécessité d'un changement de regard. Donc ces idées, elles passent sur la question, elles concernent les enjeux, on pourrait dire, de perception, le regard de comment est-ce qu'on vit les milieux que nous habitons, mais aussi de représentation. Comment est-ce que, justement, on peut changer parfois d'image et de façon de représenter, et donc de changer également d'imaginaire. Ça a été beaucoup dit ce matin, avec la question qui est revenue aussi dans l'après-midi de ce qui serait désirable dans un régime en fait, d'incertitude. C'est une chose aussi que je trouve assez frappante en écoutant les uns les autres. L'incertitude ne paralyse pas la pensée, les idées, l'action, mais elle en rebat un petit peu les principes et les cartes. Et il me semble qu'on a vu aussi comme un peu l'un des fils conducteurs une manière de réfléchir toujours dans les idées à comment peut-être certains termes, certains paradigmes doivent aujourd'hui de toute nécessité être revisités, mais que ça ne peut pas se faire évidemment brutalement, d'un coup, etc. Donc, il y a toute une organisation pour revoir les idées héritées de l'aménagement, et j'y reviendrai pour conclure. Le troisième point, ce serait les expériences. J'ai beaucoup appris en écoutant aujourd'hui justement des expériences, en passant d'un atelier à l'autre dans l'après-midi également. Et ces expériences, je trouve que justement, le fil que je voudrais proposer là, ce serait la notion d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on entend comment les récits, le mot de récit est beaucoup revenu aussi. C'est la mise en forme des expériences en fait. C'est ça que je mettrais dans le mot de récit, peut donner lieu à des apprentissages et des enseignements que nous tirons de ce qui nous arrive. Et ces apprentissages, ce sont des co-apprentissages entre les élus, il y en a eu beaucoup, les techniciens, beaucoup aussi, la population dans son ensemble, les élus sont aussi des habitants, et les professionnels et les futurs professionnels qui sont nombreux, et je m'en réjouis à avoir assisté à cette journée et participé à cette journée. Donc co-apprentissage pour aussi transmettre justement nos expériences depuis nos propres différences et apprendre à écouter les autres. Le quatrième point, c'est un point qui est venu très vite, je trouve, dans la journée, et qui est venu très fort aussi, finalement, dans les premières tables rondes. Ce serait la question des tensions. Alors, par tension, j'entends la question du conflit, au sens large du terme, qui a très souvent été associé avec un terme tout à fait nécessaire, qui est celui de négociation, justement. Donc, ces tensions, elles donnent lieu à des négociations. Ici, je vois des enjeux, on pourrait dire, globalement démocratiques. Pas besoin ici de refaire le contexte que nous traversons même à l'échelle nationale et au-delà. Cet enjeu, il est central. Parler de ville, village, vivant aujourd'hui, c'est forcément s'interroger sur
qui, comment exercent le pouvoir démocratique et avec quelle peut-être remise en question. Donc ces tensions-là, à mon avis, elles peuvent être très fécondes. Et j'ai été inspiré en écoutant toutes les personnes qui ont parlé par cette idée que voilà, on pouvait apprendre là aussi de ces tensions plutôt que d'être paralysé par elles ou de laisser finalement s'exprimer uniquement la conflictualité sans pouvoir la dépasser ou l'accompagner par des processus démocratiques. Le cinquième point, ce serait une notion, le mot a forcément été employé comme tel, mais je vais m'en expliquer, c'est la notion d'expérimentation, c'est-à-dire ici provoquer des expériences, tâcher de faire peut-être autrement et différemment, et là pour être plus concret, je trouve qu'il y a un mot qui est revenu souvent, c'est le mot de réparation, qui effectivement est de plus en plus central dans la réflexion des architectes et des paysagistes finalement, voire depuis le début, et peut-être qu'aujourd'hui se partagent davantage avec également des personnes voilà, on va dire du monde économique pour aller vite. On est tous dans le monde économique de toute façon à différents degrés, mais également des responsables politiques. Et donc réparer, peut-être qu'il ne faut pas attendre que ce soit cassé pour réparer. Et du coup, il y a un autre terme qui n'est pas tout à fait le même, mais qui est très proche, qui est celui de maintenance, qui a été employé plusieurs fois. Donc, pour moi, vous voyez, si on associe réparation et maintenance à l'idée d'expérimentation, ça veut dire qu'on peut essayer autrement, et que peut-être que les choses ne vont pas fonctionner tout de suite, peut-être que ça va rater un petit peu, mais on va en tirer aussi là aussi des leçons. Et réparer, c'est se confronter à l'état des choses. Donc la maintenance, la différence, ce serait qu'on n'attend pas que ça casse pour réparer. Donc nous le faisons tous. Aujourd'hui, si on prend par exemple un domaine très simple qui n'a pas été trop évoqué aujourd'hui, mais c'est celui de l'informatique, dans lequel peu de choses au fond d'action collective seraient possibles aujourd'hui. Il y a plus d'emplois dans la maintenance que dans l'innovation, dans l'informatique. C'est un fait intéressant à rappeler. Et de toute façon, effectivement, lorsqu'on parle d'espace, de ville, de village, on sait bien ce que ça veut dire. Donc j'ai entendu par exemple une expression aussi à ce sujet, comme celle du coût de l'inaction. C'était une personne économiste et urbaniste qui en parlait. Et ce coût de l'inaction n'est pas chiffré. Peut-être que ça fait partie des processus de maintenance que nous devons expérimenter collectivement, démocratiquement, que de revoir effectivement les processus de comptabilité, et notamment ces coûts d'inaction. Le sixième et dernier point, et après je pourrais bien sûr laisser la parole à Simon Tessou, ce serait justement une notion qui est revenue aussi régulièrement, qui est celle de trajectoire. Trajectoire au pluriel, bien entendu. Je l'associe à une notion d'échelle, échelle de temps et d'espace, qui ont été souvent là aussi évoquées par les intervenantes et intervenants. Trajectoire, pour moi, veut dire aussi justement la nécessité d'avoir une conscience critique de notre héritage, d'où nous venons. On a parlé ce matin de modernisme, de modernité, d'hypermodernité, et ça ne se dépasse pas comme ça d'un claquement de doigts. Et puis, justement, trajectoire, ça permet de parler d'anticipation. C'est-à-dire que si on sait lire la trajectoire d'où nous venons, peut-être qu'on peut avoir des hypothèses sur où nous allons et être, de ce point de vue-là, proactif, comme on dit, par rapport à ce régime d'incertitude, plutôt que de suivre des changements une fois qu'ils s'imposent à nous. 7 minutes 20, je crois que c'est très bien d'arrêter là. Merci beaucoup de votre écoute. Et encore une fois. Olivier, pour ce résumé brillant. Ça nous rappelle un petit peu, ça fait un bon bilan, je trouve, de tout ce qui s'est dit dans la journée et qui nous donne tellement de matière à réflexion. Alors, on accueille maintenant Simon Tessou. Vous êtes architecte, fondateur de l'atelier du Rouget, Grand Prix de l'urbanisme 2023 et directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Et puis ce soir, pour clôturer cette biennale, vous allez nous livrer vos réflexions sur les façons d'œuvrer pour un aménagement du territoire qui tient compte du vivant et des vivants dans un monde si marqué par les projets et les traces des humains. Alors je vous laisse la parole jusqu'à 20h30, on a dit, et je regarde ça. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pas tous s'affiche peut-être. On peut peut-être baisser un petit peu la lumière, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est visible.
bizarre parce que j'ai pas la même chose sur cet écran-là que celui-ci. Je sais pas quoi faire, parce que en fait moi j'ai ma présentation sur l'ordi. En fait j'ai Oui, parce qu'en fait, on est rempli uniquement pour un an. Il y a un saboteur. Non, mais je dis, vous êtes vulnérable. Oui. Voilà. Bravo. Pour rien. Bon, j'ai intitulé la conférence Images et les territoires. Je m'excuse parce que vous avez déjà vu cette conférence dans d'autres lieux, mais c'est jamais tout à fait les mêmes conférences. Je sais pas, je m'adapte un peu. Voilà, donc je vais parler d'un certain nombre de sujets voilà, qui me tiennent à cœur. D'abord, ce que j'appelle un urbanisme de fragments, qui va être lié ma propre expérience dans un territoire rural dans le Cantal, qui est mon propre bourg en fait, dans lequel nous exerçons depuis bientôt 25 ans. Ensuite, je vais parler voilà, d'un parc des équipements, c'est comme ça que je l'ai intitulé, c'est un peu barbare, mais c'est juste pour dire que souvent on a des invariants dans les territoires ruraux. Je précise que mon propos va être vraiment centré sur la question des territoires ruraux très globalement. Ensuite, les espaces publics comme levier, voilà, de requalification, de changement aussi, de l'arrivée de nouveaux paradigmes. Je vais aussi parler des petites centralités, qui est un sujet qui nous anime tous dans l'agence d'architecture, urbanisme et paysage. Parler du périurbain, et puis si on a le temps, on parlera des ressources. Mais comme j'ai un peu 6 chapitres, on pourra aussi interrompre la conf quand vous le souhaitez. Donc je vais commencer par un urbanisme de fragments en parlant de mon propre territoire. Pendant très longtemps, nous avons travaillé avec les élus locaux dans une grande confiance. Et à un moment donné, on a eu envie, en fait, plutôt que de répondre à des petits projets, on a eu envie, en fait, de construire un récit qui puisse être identifiable à la fois pour les élus et pour les habitants, mais aussi pour nous-mêmes. Et on a en fait proposé aux élus de réfléchir à l'éventualité de considérer finalement Le Rouget, ce petit bourg de 2000 habitants dans la Châtaigneraie campagnaise, de considérer qu'on pouvait considérer ce territoire comme un parc dans lequel on pouvait habiter. Et donc pour en fait, parler de cette question-là, on a défini un périmètre que vous voyez sur cette carte qui concerne un peu on va dire, la partie sud du territoire. Ce périmètre est défini selon une triple logique géographique, un bassin versant du Lot, confluence de plusieurs calbelles, programmatique, le périmètre contient tous les équipements publics de la commune, et puis
logique foncière aussi, puisque ce périmètre est presque entièrement public et donc la collectivité a la possibilité, tout le loisir de pouvoir intervenir dessus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un plan guide? Sachant que ce n'était pas une commande, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ce n'est pas une commande, on a proposé ça aux élus à la suite de plusieurs petits projets d'espace public ou de réhabilitation du patrimoine. Et on leur a proposé de faire en sorte que si on arrivait à installer ce récit, on pouvait articuler justement toutes les actions qui pouvaient découler de ce plan guide. Donc c'est un moyen pour fabriquer un récit identifiable, reconnaître les milieux et prendre soin d'eux, parce qu'on avait remarqué que en fait, les élus étaient encore capables d'user un ruisseau, remplir une zone humide. Voilà, ça encore il y a quelques années, ça se faisait. C'est donc imaginer un autre rapport au vivant. C'est aussi identifier les usages, les stimuler, rendre le territoire communal plus attractif pour ses habitants, mais aussi pour les communes voisines, puisque en fait, le Rouget est une sorte de polarité assez intéressante pour l'ensemble du territoire rural, voilà, de petits bourgs en fait, plus agricoles. C'est aussi une manière de soutenir indirectement l'activité de la commune, qu'il s'agisse d'équipements ou de services privés ou publics, de commerce. C'est aussi identifier les parcours existants pour les améliorer, en imaginer de nouveaux pour encourager les mobilités actives. C'est identifier les seuils de ce parc, lesquels sont à identifier, qualifier, peut-être à augmenter aussi, identifier les espaces habitables pour accueillir de nouveaux programmes et freiner l'artificialisation des terres agricoles en imaginant finalement régénérer voilà, tout un pan entier du territoire. C'est aussi réduire le bilan carbone de la commune en faisant la ville sur la ville. C'est imaginer aussi des installations qui tendent vers une autonomie énergétique. Par exemple, la création d'un petit réseau de chaleur qui alimente l'ensemble des équipements publics qui va être bientôt mis en service. Et puis, évidemment, c'est répondre à notre modeste échelle, à l'échelle d'un bourg de 1000 habitants, aux enjeux du XXIe siècle, nouveau régime climatique, effondrement de la biodiversité, artificialisation du territoire. Et enfin, c'est imaginer aussi des actions pédagogiques pour acculturer les citoyens, notamment via sortir des interprétations, des dispositifs de prévention. On n'est pas arrivé jusque-là pour le moment, mais on a tout l'espoir de pouvoir le faire. Donc tout ça, ça a pris la forme de cette carte, qui est presque plus importante pour nous autres, en fait, architectes, paysagistes, urbanistes, et qui recense en fait déjà défini le périmètre dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui montre au travers de ces couleurs finalement différentes natures. Donc on a des prairies, sur lesquelles on a proposé de faire des poches tardives, on a différents types de milieux boisés, on a des milieux humides, on a des pelouses qui sont fauchées régulièrement, entretenues régulièrement. On a aussi des sols construits, voilà, qui sont, parce qu'il y a une intensité d'usage, ça c'est aussi nécessaire. On a des équipements publics, mais aussi on a fait des hypothèses pour imaginer en fait, d'intégrer en fait, de nouveaux équipements et aussi, pourquoi pas, du logement, en considérant que finalement tout ce fragment urbain avait présenté une vraie possibilité finalement de régénération. C'est-à-dire que ce qu'on a partagé avec les élus, c'est l'idée selon laquelle, après une période de flux, voilà, caractérisée par la modernité, qui a anthropisé en fait des pans entiers du territoire, voilà, c'est-à-dire que tout le territoire agricole autour du Rouget, je ne l'ai pas montré sur cette carte, parce qu'on n'a pas le temps, mais est complètement anthropisé. Hein, donc, vous avez des développements urbains un peu partout, c'est une sorte de péri-urbanisation d'un territoire rural, quelque part. L'idée, c'était, après cette période de flux qui a anthropisé tous ces territoires, on pouvait imaginer une période de reflux pour laquelle, en fait, on reviendrait, en fait, réparer peut-être les excès de la modernité. Donc c'est aussi passé par des dessins comme ça qui représentent les choses, qui permettent surtout de mettre des mots sur les choses, parce que si on ne met pas des mots sur les choses, elles n'ont pas d'existence. Et pourtant, en fait, là, on parle bien de différents types de nature, voilà, et malheureusement, ou pas, je ne sais rien, en fait, c'est comme ça. Il y a beaucoup de ruraux qui, en fait, ne maîtrisent même pas ce vocabulaire. Voilà, la pelouse, la prairie, le talus, la prairie humide, qu'est-ce que c'est? La réplicie, qu'est-ce que c'est, par exemple? Ou lisière, un boisement, ou une prairie sous-futée, ou, je sais pas, voilà, un boisement plus dense, une situation plutôt de lisière ou de haie.
Et en remettant des mots là-dessus, ça permet aussi de montrer aux élus que finalement le parc existe déjà. Ça c'est fondamental, c'est-à-dire que finalement on peut s'appuyer finalement sur la nature en place, sur la géographie, voilà, mettre en évidence finalement les singularités de ce paysage au sud du Rouget, qui est un territoire qui n'est pas facile à décrypter parce que en fait, le Rouget est installé sur une ligne de crête entre deux bassins versants, mais à peine perceptible en fait, dans le paysage. Alors que c'est une situation géographique incroyable, puisqu'on est entre le bassin versant du Lot, d'un côté, et le bassin versant de la Dordogne, au nord. Et le Rouget sur un col comme ça, sur une ligne de crête, mais qui avec des variations d'altitude extrêmement faibles. Donc du coup, c'est une espèce de plateau granitique, tout ça, châtaignerie, très bosselé, avec des paysages assez fermés, donc pas facilement appréhendable. Donc on a fait tout ce travail déjà pour partager finalement en fait, ces considérations sur le territoire habité par les élus eux-mêmes et les habitants. Quelques cartes qui montrent qu'on a repéré rapidement comme ça les seuils de ce parc, imaginer les parcours, donc représentés par les lignes rouges, imaginer créer de nouveaux parcours pour augmenter les mobilités actives. Sachant qu'évidemment, dans ce territoire-là, on fait avec les transformations qui ont eu lieu. Vous voyez, par exemple, ça c'est un plan d'eau artificiel qui date des années 90, voilà, avec un centre de, enfin, comment dire, un équipement de loisirs ici, et puis un village d'habitat de loisirs. Et donc c'est l'idée, bon, ben, on part de ce déjà-là, et on essaie de l'améliorer, voilà, en faire quelque chose de plus intéressant. Vous voyez par exemple les élus donnaient pour ordre aux employés communaux de rabattre systématiquement le réfléchi autour du plan d'eau. Et si bien que l'expérience qui consistait à faire le tour du plan d'eau n'était pas formidable, quoi. Et donc on a tout simplement établi une cartographie qui permettait d'imaginer, conserver en fait des pans entiers de cette nature spontanée qui apparaît au bord des coteaux, plutôt que de la rabattre. Voilà, je reviens donc sur la question des seuils et des parcours, parce qu'en fait ce plan d'eau c'est un territoire de loisirs, c'est-à-dire que c'est là où en fait les habitants, c'est aussi là que les habitants des villages à côté viennent se promener. Et là, il y a des gens qui viennent faire des barbecues, qui viennent jouer à la pétanque, voilà, qui vont courir autour du plan d'eau. Mais ils viennent tous en voiture, parce que notamment en fait, les parcours entre le centre-bourg et le plan d'eau sont très désagréables et ne sont pas organisés pour le déplacement des piétons. Donc on s'y rend en voiture. Donc on fait 1 ou 2 kilomètres en voiture et ensuite on fait le tour du plan d'eau. Donc là l'idée c'était déjà d'imaginer finalement accroître, enfin, fabriquer des parcours en mode doux pour faire en sorte que les habitants ne prennent plus leur voiture. Une des premières actions apportées en fait, plutôt en haut du plan guide, juste à côté du centre-bourg, qui n'est pas vraiment un centre constitué. En fait, on ne peut pas dire que c'est pas un noyau historique comme un village médiéval, c'est plutôt en fait, on va dire une ville paysage, je ne sais pas comment l'appeler, qui est née avec l'apparition de la gare ferroviaire qui est venue s'implanter ici à la fin du 19e siècle, dans un territoire en fait, occupé uniquement par une agriculture et puis une milieu humide, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y avait juste un tout petit hameau. En fait, une gare a été créée là pour des raisons purement techniques. Il fallait pouvoir alimenter les locomotives à vapeur en eau après une rampe considérable entre le bas du département et le plateau granitique. Donc on crée cette gare et autour de cette gare se constitue finalement un petit village d'équipements publics, d'hôteliers, de marchands de vin, de marchands de bois, marchands de vin, le vin de Cahors qui a remonté, les marchands de bois qui en fait expédient leur bois via la voie ferrée au sud de la France. Et donc finalement, les premières constructions en fait, s'égrènent le long de cette ligne de crête, les pieds au sec, puisque de part et d'autre on a plutôt des milieux humides. Et le village grossissant, les habitants demandent leur indépendance administrative en 1945, enfin juste avant la Deuxième Guerre mondiale plutôt, et en 1945, donc la création de la commune est actée par le général de Gaulle, et des acquisitions foncières sont faites, et s'opère ce sorte de basculement justement vers le sud, avec de nouvelles, on va dire de nouvelles voiries, un nouveau tracé, qui est le tracé de l'ingénieur ou de l'urbaniste, de la même manière que la voie ferrée, c'est le tracé de l'ingénieur qui vient en fait couper en fait, le col avec des gros remblais, des gros déblais, alors que les implantations humaines sont
plutôt le long des chemins et fabriquent plutôt une figure vernaculaire, c'est-à-dire un gros contraste entre ces deux types de figures. La première action a consisté à transformer, en fait ça c'était même avant le plan guide, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut fabriquer un espèce de récit rétroactif pour faire des conférences. Donc là, en fait en réalité on a fait ce projet-là avant la naissance du plan guide, mais ce qui est intéressant c'est que c'est justement toutes ces actions en fait, qu'on conduit à l'idée selon laquelle on pouvait imaginer un plan guide. Donc là, c'est l'ancien foirail entre l'église des années 60. Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a eu un centre civique qui a été créé. Vous imaginez qu'au Rouget a été créé un centre civique à peu près au même moment que Alvarado en Finlande faisait des centres civiques, mais où en fait la question des espaces publics, du paysage était pensée de manière concomitante avec l'architecture. Là, ce n'est pas le cas. En fait, on fait l'architecture, on ne se pose pas trop la question des espaces publics. En tout cas, là, il y avait un foirail qui était tombé en désuétude parce que en fait, on ne vend plus les vaches sur des petits foirails de campagne. On vend des vaches dans des grosses structures. Ça part dans des semi-remorques jusqu'à la plaine du Pau et ça finit en escalope milanaise. Je peux vous dire que l'agriculture du Cantal est prise dans une forme d'agro-industrie qui dépasse complètement le cadre du Cantal. Donc ce foirail, en fait, il est transformé à 3 plateformes polyvalentes, pas cher du tout, 150 000 €. On réaménage en 2000 hectares. Voilà, ça a déjà un peu vieilli, c'est un peu cabossé parce que les personnes âgées elles ont du mal à conduire. Donc elles foncent un peu dans les murs, c'est comme ça. Et puis des fois, voilà, on met les voitures au contraire dans le champ qui est en face, et puis et ça devient en fait un vide-grenier. Voilà. C'est le truc que les gens adorent les vide-greniers chez nous. C'est vrai que c'est super. Et là, moi j'y vais tous les ans, hein, un des trucs que j'ai plus besoin, de toute façon tout me campagne. Donc là, ici, on a voilà, aussi des parcours piétons qui étaient inexistants jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas s'en rendre du centre-bourg, voilà, qui est à 200 mètres, hein, jusqu'à l'école à pied. Donc en fait, c'est juste installer en fait, des parcours piétons pour changer en fait, le comportement des habitants. Et en fait, il n'y a pas besoin d'envoyer le mode d'emploi. Dès que vous faites des parcours piétons, en fait, les pratiques changent immédiatement. Donc, par exemple, la ville de Clermont-Ferrand vient de faire une piste cyclable entre le centre-ville et l'école d'architecture, qui est un peu isolée. Et bien écoutez, en l'espace de quelques semaines, en fait, les pratiques ont complètement changé. C'est incroyable. Voilà. Donc en fait, il faut juste le faire, quoi. Ici, ensuite, on a travaillé autour du plan d'eau. C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais passer vite. Donc c'est les séquences qu'on a proposées. Alors il y a une forme d'écologie aussi du geste de l'architecte ou du paysagiste ou de l'urbaniste, hein, c'est-à-dire qu'on a fait juste le plan. C'est tout. Voilà, on leur a donné, il n'y a pas de code, il n'y a rien. Il n'y a pas de plan AutoCAD, il n'y a pas de BIM, c'est pas la peine. En fait, on chausse les bottes, on se met d'accord sur les nouveaux parcours. Et en fait, on peut faire les choses très simplement, aussi dans une très faible économie, c'est-à-dire que finalement, les élus ici aussi très attentifs en fait, aux honoraires qu'ils peuvent dépenser pour payer des bureaux d'études, enfin des gens comme nous, quoi. Et puis voilà, traiter la question des sols, c'est-à-dire que plutôt que de tondre en fait, la pelouse systématiquement, rabattre la réfléchie, comme je le disais, bien, en fait, tout ça, ça peut être beaucoup plus libre. Et du coup s'installe une vraie biodiversité, une grande variété en fait, d'essences qui viennent s'installer là, de magnifiques zones, voilà, pour toutes les essences pionnières, mais aussi voilà, des plantes aquaphiles, en fait, c'est formidable quand même. Et puis surtout quand on se promène, en fait, on a aussi le regard qui s'échappe vers le territoire agricole aussi, on ne regarde pas systématiquement le plan d'eau comme on le faisait avant, comme c'est une espèce d'obsession à regarder le plan d'eau. Et puis depuis, en fait, c'est ça qui est formidable, il y a plein d'actions qui se mettent en place. Voilà, un nouveau chemin de piéton qu'on vient de livrer il y a quelques mois, qui fait 500 mètres quand même, 500 mètres, fait par la Colas. Donc, petit chemin, mais là pareil, pas de plan AutoCAD, juste un tracé à la bombe au sol. Et puis des petits lobbies locaux, c'est-à-dire le club de pétanque. Il y a aussi l'idée de fabriquer des jardins familiaux. Alors c'est intéressant parce que en fait, ces petits lobbies sont formidables parce qu'à chaque fois, ça fabrique une opportunité pour initier une nouvelle pièce de ce parc. Et ça, c'est le gros combat, en fait, par contre. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, en fait, il faut rappeler aux élus, attention, l'idée, c'est quand même d'habiter le parc. Donc à un moment donné, il faut que chaque nouvelle action constitue une pièce en fait, de ce parc
Donc il y a un côté, voilà, c'est pour que ce soit un territoire traversant, il ne faut pas qu'il y ait une nouvelle enceinte autour avec une haie spécifique ou des barrières, il ne faut pas qu'il y ait un parking associé à chaque équipement, on va plutôt travailler sur des logiques de mutualisation. C'est aussi se battre contre des logiques qui vous échappent complètement quand vous êtes architecte. Par exemple, là, la Comcom avait fait un groupement de commandes pour en fait enfermer tous les jardins familiaux de toute la Comcom avec un grillage en plastique vert. Voilà. Donc là, il m'a fallu 6 mois pour convaincre les élus d'abandonner leur plastique vert et d'imaginer plutôt une clôture qui va mettre en avant plutôt des filières locales. Ici, en l'occurrence, il y a eu du châtaignier qui vient d'un département voisin en Haute-Vienne. Ça, c'est le parcours dont je parlais tout à l'heure. Le nouveau parcours de 500 mètres qui permet en fait, aux habitants de venir directement au plan d'eau sans prendre la voiture. Donc ça veut dire aussi négocier avec le conseil départemental pour pouvoir aménager un bout de un accotement sur le réseau départemental pour séparer malgré tout en fait la partie piétonne de la route, parce que là les gens ils roulent à 90 km/h. Donc en fait ça ne marche pas la cohabitation parfois. Ici, c'est aussi, parfois les projets prennent une ampleur beaucoup plus vaste, comme ici par exemple un petit équipement public qui a 2 maîtrises d'ouvrage, la commune qui porte la bibliothèque, la médiathèque, et puis la Comcom qui porte en fait le centre de loisirs et en fait des espaces associatifs. Donc là, alors ce qui est formidable, c'est qu'avec tous ces projets-là, en fait, vous n'avez pas de programme. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec les métropoles, c'est-à-dire que en fait, vous construisez le programme en fait, avec les élus, mais tout, hein, c'est-à-dire vous le qualifiez, le programme, vous le quantifiez, vous faites des choix avec eux. La difficulté pour nous, c'est que c'est un travail qui n'est pas vraiment rémunéré, donc, mais en même temps, en fait, la grande satisfaction, c'est qu'on est capable en fait, d'essayer d'optimiser les surfaces, de les mutualiser pour faire en sorte qu'il reste un budget pour pouvoir en fait, travailler sur la qualité matérielle en fait, de ces projets. Quoi. Donc c'est des projets qui mettent, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Voilà, donc c'est très long, parce que voilà, il y a tout ce processus qu'on doit porter. Et puis il faut être très résilient aussi. Hein. Vous voyez par exemple, je disais centre de loisirs. En fait, le centre de loisirs, en fait, c'est un programme qui a été rajouté alors qu'on était à 1 mois ou 2 de livrer le bâtiment. Donc là, vous avez des sueurs froides, parce que ce n'est pas la même réglementation. Vous voyez par exemple, on ne peut pas partager les sanitaires entre les enfants et les adultes, parce qu'il peut y avoir des pédophiles, tout ça. Bon, je pense que les détails. Donc il a fallu redécouper le béton, faire de nouvelles portes en fait, pour fabriquer. Voilà. C'est ça aussi la vie d'architecte dans les territoires ruraux, c'est il faut être très souple. Quoi. Mais en même temps, c'est fantastique. Ici, là, je montre toujours ce même équipement depuis le Foirail, juste pour montrer qu'en fait, ce qui est aussi formidable, c'est que comme en fait, en contact direct avec les élus, vous n'avez pas un tas de filtres, vous n'avez pas un assistant de maîtrise d'ouvrage, programmiste ou l'architecte conseil de la ville ou je ne sais pas quoi. Et bien en fait, là par exemple, dans l'appel d'offres, il était demandé en fait, de positionner, en fait, que l'équipe de maîtrise d'œuvre positionne le bâtiment en fait, dans le plan de ville, de telle sorte qu'elle soit le plus intelligent possible pour éviter en fait, de créer de nouveaux parkings par exemple. Donc là, on a été retenu sur ce projet parce que quand même de temps en temps, ils nous confient des projets un peu plus conséquents que juste un petit espace public. Donc en fait, c'est aussi donnant-donnant, quelque part. Et donc là, on l'a positionné vraiment à côté du Foirail parce que ça marche très bien avec les différentes temporalités. Le stationnement fonctionne pour l'école, fonctionne pour le dimanche, pour le très grand marché qui est sur la place principale, et puis évidemment le reste de la semaine, en fait, quand la médiathèque est fermée, eh bien, ce grand parking est vide. Et c'est aussi l'occasion, évidemment, de mettre en œuvre des ressources locales, dont je vais parler plutôt tout à l'heure, donc je vais passer très vite. Récemment, pour une exposition à Paris, qui va être d'ailleurs présentée à la Tour, pour ceux qui seraient intéressés, on a fabriqué une maquette de à peu près 5-6 mètres carrés, et qui représente en fait tout le travail justement entrepris au Rouget depuis une vingtaine d'années. Donc ça montre à la fois les parties qui ont été traitées, mais aussi en fait, de possibles projets qui vont venir dans les années qui viennent. Et ça a pour vertu aussi de fabriquer un outil très intéressant avec les élus qui ont aussi des problèmes de représentation. C'est-à-dire que finalement la maquette en fait, permet
justement de fluidifier en fait, les relations avec les élus. On ne l'a pas encore testé, on vient de construire la maquette. Voilà, donc parfaite transition avec le sujet du parc des équipements. Ce fragment de maquette représente justement le secteur, en fait, on va dire tout le fragment de ville qui en fait, comporte le terrain de foot, la piscine, les jardins familiaux dont je parlais tout à l'heure, les terrains de pétanque. Ici, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à tout un morceau de territoire ici en relation avec la salle polyvalente et la maison médicale. Vous voyez ici le foirail ici, et la médiathèque. Là, c'est les écoles, l'église et la grande place branchée sur la ligne de crête. Et donc là, on est en train de réfléchir à, voilà, à d'autres en fait, aménités sportives ici, en lien avec le terrain de foot. Donc un parc des équipements, comme ça je l'ai appelé, là on va changer complètement de région, c'est à Cancon en Lot-et-Garonne, juste pour montrer que en fait, le travail du Rouget, si vous voulez, c'est 25 ans de collaboration sur des temps très longs, parce qu'il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de... en fait, il n'y a pas d'opérateur non plus. Donc, et alors que quand vous êtes justement dans un territoire où il y a une ingénierie, un CIE dynamique, une Comcom investie, un syndicat voilà, très investi aussi, et les bons outils, voilà, ici en l'occurrence un accord cadre, qui surtout un accord cadre intelligent qui tuile en fait le plan guide avec la maîtrise d'œuvre. Donc c'est-à-dire que vous retenez la même équipe de maîtrise d'œuvre pour à la fois penser le plan guide et ensuite décliner le projet en maîtrise d'œuvre d'espace public, voire de bâtiment. Tout ça sur un temps qui peut être assez long. Hein. Les accords cadres en général c'est 4 ans, potentiellement renouvelables une fois ou deux. Donc vous voyez ça peut aller de 4 ans à 12 ans en absolu. Et bien ça permet de garantir la continuité justement entre le plan d'urbanisme initial, le plan guide initial et en fait sa mise en œuvre. Et c'est formidable parce que ça oblige aussi l'équipe d'urbanistes qui travaille sur le plan guide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir dans des délires parce qu'en fait, à un moment donné, il va falloir construire le truc. Je vais parler rapidement d'un fragment. D'ailleurs, il y a Anne-Laure et Pauline qui ont fait la gentillesse de venir à cette conférence et qui ont travaillé sur ce projet, deux anciennes de l'agence. Donc là, c'est juste deux petits plans qui montrent en fait l'état avant projet et l'état en fait après projet, juste pour montrer en fait finalement en fait ce qu'on voit un peu partout, il y a quand même beaucoup d'invariants en France hein, dans les centres-bourgs, hein, c'est-à-dire que globalement c'est des territoires qui ont été complètement aménagés pour la voiture, donc en fait il y a des nappes d'enrobés qui en fait s'étalent à peu près sur tous les espaces publics jusqu'au pied des bâtiments. Et donc là, notre travail a consisté essentiellement à finalement retrouver en fait, le sol, le rendre vivant de nouveau, voilà, passer de cette ambiance-là, ça peut être n'importe où en France. Hein. Vous voyez, une nappe d'enrobé, des réseaux, du mobilier urbain un peu disparate, et puis des logiques d'enceinte, dans le temps clos comme ça, enfin, des sortes de fragments un peu autonomes. Qui ne dialoguent pas entre eux, qui ne fabriquent pas en tout cas un territoire passant. Donc on passe de cette ambiance-là à celle-ci, voilà, une ouverture du paysage, en fait un gros travail sur les questions des mobilités actives pour les enfants avant tout, parce qu'il y avait tout un enjeu. Là, tout à l'heure je parlais du parc des équipements, parce qu'en fait on est dans la partie basse de la ville. Là pour le coup il y a un noyau médiéval en lien avec cette butte qui avait été réaménagé. Et en fait, finalement, tous les équipements publics étaient dans la partie basse de la ville, en fait, au contact finalement de l'agriculture. Au contact aussi de toutes les voiries qui irriguent le territoire. Et donc, l'idée, c'était de reconnecter toutes ces fonctions et d'imaginer des parcours pour faire en sorte que les enfants puissent aller facilement de l'école à la bibliothèque dans le centre-ville, de l'école jusqu'au centre de loisirs, en fait, dans ce parc des équipements. Et l'idée, c'était évidemment de donner la priorité aux piétons, voilà, et complètement désimperméabiliser les sols, et faire en sorte que justement on puisse facilement se déplacer d'un point A à un point B. Sur la question des espaces publics, voilà, que je viens d'aborder, je vais maintenant montrer un autre projet, ici cette fois-ci de nouveau dans le Cantal, mais côté est, en Margeride, dans une situation
singulière, c'est-à-dire que c'est un village-rue, en cul-de-sac, sans épaisseur, 50 habitants, une population vieillissante. Ce petit village historique, donc implanté sur cette crête aussi, dans un méandre de la Truyère qui est un affluent du Lot. Et là, donc, les élus en fait, devaient reprendre, avaient décidé de reprendre une intégralité des réseaux, donc adduction d'eau, assainissement, réseau sec, et plutôt que de refaire de l'enrobé, ils sont inscrits dans un programme qui s'appelait Opération Cœur du Village. C'est un projet assez ancien qui date des années 2000. On a commencé en 2011, je crois. Il a pris 7 ans, un projet à peu près. Entre le début, entre le plan guide et puis la réalisation. Et donc ils sont inscrits dans une opération Cœur du Village avec des financements européens notamment. Et dans ce village-rue extrêmement étroit, nous avions repéré en fait 3 surlargeurs qui permettaient d'imaginer créer 3 petites placettes avec une certaine intensité d'usage. La première est devant en fait, un ancien presbytère. Voilà, c'est un projet extrêmement simple, enfin, la proposition est très simple, c'est un tapis en granit de la Lozère, du département voisin, qui vient encadrer en fait, le perron de cette magnifique maison. La deuxième place, elle est en contrebas en fait, du promontoire de l'église. Là, c'est une situation plus complexe, c'est l'articulation de plusieurs parcours, avec une topographie aussi plus chahutée. Et donc là, l'idée, c'était d'installer les voitures avec cette figure comme ça en padane, et d'imaginer aussi la création d'un petit belvédère au-delà des voitures pour retrouver la relation avec le paysage, sachant que là j'ai pas de photo, mais en fait le paysage avait tendance à se refermer et donc on ne voyait quasiment plus, en fait on n'avait plus cette relation avec le grand paysage et la vallée de la Truyère. Et la troisième place s'installe en fait devant la mairie, c'est une place très polyvalente. C'est comme si on avait rabattu la façade en pierre au sol. Voilà, tout ça, on peut se garer là pour changer sa carte d'identité. On peut aussi s'installer ici, sur ce banc, pour admirer le paysage qui est en face. Il y a cette petite rampe qui permet à l'agriculteur d'accéder à ces prairies pour la fauche. Et puis évidemment, le sujet aussi, c'était de traiter en fait, toute cette rue, cette unique rue du village. On a décidé de partir de la valeur en fait, la plus contrainte pour le pincement ici, voilà, qui est autour de 3 mètres. Et c'est la valeur qu'on a donnée à tout le cheminement qui devient donc une valeur constante pour élargir en fait, tous les pieds de façade, lesquels sont plantés avec des vivaces et qui sont entretenus globalement par les habitants, ou quand les habitants ne le font pas, il y a l'employé communal qui vient en relais. Et il y a tout un enjeu aussi à dessiner ce que j'appelle le petit patrimoine d'aujourd'hui, c'est-à-dire finalement, si vous voulez, au XIXe siècle, on prenait soin de dessiner l'avoir ou le four banal, ou le métier à ferrer les chevaux, ou on dessinait un laboratoire. Et bien aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut dessiner le petit patrimoine avec autant de soin, sauf que les menus de services rendus à la population ne sont plus les mêmes. Ça va être le tri sélectif, les poubelles, l'abord d'incendie, l'éclairage public, etc., les panneaux d'affichage. Donc ça peut être une petite architecture contemporaine comme ici, qui abrite les poubelles. Tout ça, c'est aujourd'hui complètement colonisé par des plantes grimpantes. Il faut que je mette à jour mes photos. Et ici, ça peut être aussi un prétexte pour transformer le patrimoine bâti existant. Là, c'est une ancienne bascule voilà, qui était là pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent poser en fait, soit leurs animaux, soit leur sac de grains. Et donc là, on l'a transformé en un local poubelle. Et c'était aussi l'occasion en fait, de faire appel à des savoir-faire locaux qui ont tendance à se perdre. Et donc on a couvert en fait, cette petite construction avec la Loze, avec son partage particulier ici qu'on voit sur cette photo. Cette photo de très lointaine pose aussi d'autres questions, c'est-à-dire finalement le projet a été l'occasion aussi de mettre en évidence que si on n'y prenait pas garde, finalement l'ensemble du coteau allait continuer à se fermer et que les relations entre le village et la Truyère ne seraient plus garanties. Il faut imaginer que là, au XIXe siècle, tout ça c'est un territoire qui est productif. Voilà, avec tout ça c'est des potagers, c'est des vergers, c'est une agriculture
Et tout ça, en fait, est en friche, donc c'est pas forcément un problème. Voilà, on peut considérer que tout ça c'est aussi un tiers paysage, si on fait référence à Gilles Clément, par exemple. Mais on peut aussi associer plusieurs idées. Peut-être qu'on pourrait en fait, reconsidérer les parcelles qui sont au contact en fait, du centre-bourg pour maintenir les vues, imaginer de nouveau des pratiques productives, pourquoi pas. Et puis ensuite le reste peut être rendu à la nature, c'est pas forcément un problème. On peut peut-être organiser des parcours voilà, pour observer finalement la végétation qui vient prendre place ici spontanément. Donc voilà, on avait organisé, on a créé une association avec des amis, et puis on s'est mis en rapport avec une association locale pour organiser un chantier participatif, tout ça en dehors du cadre de l'agence, pour imaginer une première opération de réfection de certains murs, voilà, des murs de soutènement en pierre sèche qui s'étaient effondrés. Et plus récemment, voilà, nous avons participé aussi à un événement organisé cette fois-ci par la communauté de communes en lien avec un IUT à Aurillac sur la question de la biologie et écologie. Donc il y a une trentaine d'étudiants qui sont venus voilà, travailler au défrichage en fait, des parcelles hautes qui permettent le maintien du paysage, l'ouverture sur le paysage, avec l'idée selon laquelle eh bien, on conserve tous les déchets sur place, tous les déchets verts pour fabriquer des sèches ou des choses comme ça. Tout ça, ça donne lieu aussi à des temps, des moments conviviaux entre voilà, une jeune génération, des étudiants et puis des habitants dont la moyenne d'âge est plutôt autour de 70 ans. Un autre projet d'espace public, toujours dans le Cantal, cette fois-ci de nouveau dans la Châtelleraie à côté du Rouget. C'est un tout petit village, vraiment minuscule, en fait, qui est une commune extrêmement éclatée, qui a été traversée par une route nationale jusque dans les années 2000. Et finalement, c'est resté comme ça pendant plusieurs décennies. Et donc, il y a quelques années, les élus se sont dit bon, bah, il n'y a plus de national, voilà, il y a un véhicule qui passe peut-être tous les 2 ou 3 heures. Donc, on peut peut-être imaginer traiter les espaces publics autrement. Donc on a répondu à un appel d'offres, c'est passé par un appel d'offres avec un cahier des charges rédigé par le CAUE. Et là, je pourrais revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure sur la question des tensions, je ne sais pas si encore là. Mais vous voyez, en fait, le cahier des charges nous paraissait complètement absurde. En fait, on nous demandait, par exemple, d'ouvrir en fait, le mur, par exemple, et établir des porosités entre cette ancienne cour d'école et la route départementale, bon, qui est enfin nationale, qui est devenue départementale, créer un théâtre de verdure. En fait, on a répondu à l'appel d'offres en disant bah non, il ne faut surtout pas créer de porosité, parce que quand même l'enceinte de la cour d'école, c'est quand même une très belle figure, et on peut plutôt la consolider. Et puis c'est quand même pas mal que les enfants puissent jouer en fait, dans cette cour qui est pas, enfin c'est une prairie en fait, hein, parce que les cours d'école rurale, c'est souvent la prairie, parce que l'ancienne école évidemment a été fermée, hein, et aujourd'hui c'est une salle polyvalente, donc il y a quand même des anniversaires, parfois des mariages, rarement. Et donc les enfants peuvent gambader en fait, dans cette ancienne cour de l'école sans risquer de se faire écraser. Donc on a plutôt conservé en fait, le mur. Et puis, dans le cahier des charges, il demandé des trottoirs aussi. Alors, nous, on n'a pas fait de trottoir, on a gardé le mur. Enfin, on n'a à peu près rien fait de ce qui était demandé. Et on a juste, voilà, dans un budget très limité, imaginé une sorte de quai comme ça. On a donné un jardin, en fait, aux habitants du rez-de-chaussée de cette ancienne auberge qui a été transformée en logement par les collectivités. Donc ça, vous voyez, ça, c'est le jardin du logement du rez-de-chaussée. Et on a proposé de vraiment donner un jardin, c'est-à-dire faire un petit muret, retrouver la pleine terre, une petite aplat de pierre pour pouvoir se garer les pieds au sec. Et puis de ce côté, plutôt une figure plutôt extensive, c'est-à-dire un mélange terre-pierre. Aujourd'hui, tout ça c'est enherbé. Et puis quelques plantations, un million d'arbres qui fabriquent une sorte de figure noble le long de cette traverse.
un autre projet. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. On dit stop, hein. D'ici 15 minutes. Ici, c'est un autre projet, toujours dans le Cantal, cette fois-ci plutôt dans la partie voilà, que vous connaissez peut-être mieux, parce que la Châtaigneraie, c'est pas la partie la plus représentative. Donc là, c'est plutôt les monts du Cantal. Donc là, c'est une des plus belles vallées qui rayonnent autour du Puy-Marie, qui s'appelle la vallée de Mandaille, qui descend jusqu'à Aurillac. Aurillac étant à la confluence entre la vallée de la Jordanne et la vallée de la Serre. Donc ça fabrique un sorte de bassin comme ça. Et donc là, c'est un petit village qui s'appelle Mandaille, qui est juste avant en fait, la montée plus prononcée qui permet d'accéder au Puy-Marie. À Mandaille, il y avait une ancienne école qui a fermé depuis de nombreuses décennies. Mandaille est rentré dans la CABA, c'est-à-dire le comité d'agglomération du bassin aurillacois. Et donc là, la CABA a porté en fait, un projet visant à transformer en fait, les abords de l'école, imaginer un programme accueillant des sportifs, voilà, du sport en pleine nature, un parking, quelques espaces publics, et puis surtout il y avait une halle à construire pour accueillir en fait, des marchés, mais aussi des événements culturels, voire même sportifs, parce que parfois en fait, il y a par exemple des parapentistes qui se jettent les montagnes qui sont tout autour et qui viennent monter leur tente sous la halle quand il pleut. Il y a aussi le Tour de France qui passe là régulièrement, etc. Donc, première partie du projet, c'était la transformation de l'ancienne école pour accueillir en fait, ces équipements, pour venir l'accueil des sportifs, des vestiaires essentiellement, casier pour mettre ses affaires et ensuite partir en montagne et pouvoir revenir pour se doucher. La halle, voilà, qui est ici très distincte avec son toit en acier rouillé et qui reprend en fait, les codes de l'architecture vernaculaire locale, à savoir la grange étable avec sa charpente si caractéristique qu'on voit ici, qui est une charpente non hiérarchisée, donc sans panne et sans chevron. Et voilà, on reprend le dessin en fait, de la ferme traditionnelle, mais en même temps, on utilise la ressource, en fait, la nouvelle ressource en bois aujourd'hui, qui est le douglas, puisqu'en fait, le Cantal, comme de nombreux départements du Massif central, ont été il y a l'exode rural considérable, et de nombreuses fermes, de nombreux pâturages ont été transformés en, fait, en plantations de résineux. C'est ce qu'on appelle l'enraisinement en fait, d'une partie de la France, des territoires de moyenne montagne souvent, voilà, donc les Vosges, l'Auvergne, le Limousin, etc. La Loire aussi. Et donc là, on est reparti du dessin de la ferme traditionnelle, mais en utilisant la nouvelle ressource locale. Donc c'est plus une charpente en chêne ou en frêne qui ont été trop coûteuses. Et ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est que dans le programme, il était demandé en fait, un grand parking à l'entrée du village pour les touristes, parce que c'est quand même un territoire qui accueille pas mal de touristes. Et en fait, comme on est au contact des élus, il y a cette relation directe, on a proposé d'amender le projet, enfin, le programme, et d'imaginer de ne pas faire de stationnement, de valoriser plutôt un délaissé routier, en fait un amont du village, et de valoriser un chemin qui permet en fait, finalement, aux visiteurs de retourner au centre-bourg en longeant en fait, une magnifique prairie et la Jordanne, donc le cours d'eau. Donc on a une extension de mission pour dessiner une passerelle qui permet en fait, justement aux visiteurs d'enjamber le cours d'eau une fois qu'ils sont garés sur ce délaissé routier où il n'y a absolument aucun travail à faire. Finalement. Pas de sol à artificialiser. Et puis du coup autour de la halle, on a juste voilà, 3-4 places de parking pour, notamment pour les personnes âgées, puisqu'il y a la mairie en face, et puis pour les personnes mobiles. Et donc là, c'est l'extension de la mission avec voilà, un projet qui est une passerelle qui enjambe le cours d'eau et qui permet en fait, de redécouvrir finalement voilà, la qualité de ce chemin rural qui permet justement de se rendre dans les monts du Cantal à pied. Voilà, il y a un GR qui passe par là. Je change de décor maintenant, Aurillac, justement, un peu plus en aval, cette fois-ci, toujours au bord de la Jordanne. Donc
il y a une sorte d'unité, c'est un peu géographique, mais on est dans un contexte urbain cette fois-ci. Et là, nous avons travaillé sur le parachèvement de la piétonisation de la ville d'Aurillac, centre-ville. Donc là, c'est une photographie avant travaux, avec il est resté quelques rues comme ça, complètement encombrées par les voitures. Et donc nous avons travaillé sur un référentiel avec différentes typologies de voiries dans le centre-ville. Et donc cette rue en particulier, en fait, qui est relativement large, nous permettait d'imaginer en fait, vraiment introduire finalement le végétal et la question de l'eau dans l'espace public, avec en fait, ce dispositif ici qui permet de récolter toutes les eaux de pluie. Il y a en fait des exutoires qui sont plus hauts que la fosse de plantation, qui permet vraiment en cas de gros orages d'évacuer l'eau, mais sinon globalement l'ensemble des eaux de ruissellement sont collectées sur l'espace public, sont retenues sur l'espace public le plus longtemps possible pour lutter contre les îlots de fraîcheur, de chaleur et évidemment alimenter en fait en eau l'ensemble de ces fosses plantées. Alors quand on parle du vivant, donc c'est évidemment le végétal, c'est aussi la faune qui peut s'installer en relation avec ce végétal, mais c'est aussi les habitants et aussi d'autres usages qui peuvent se déployer, autres que ceux qui sont en véhicule. Donc là, c'est par exemple pendant le théâtre de rue. Alors il y a un gros festival de théâtre de rue, et donc finalement, redonner une place, il s'agit ici de redonner une place aussi à la culture en ville, sur l'espace public. Ici, c'est un autre dispositif. Alors, les photos, là, je crois que je suis en phase de nouvelles, parce que la végétation a pris beaucoup d'ampleur depuis, surtout avec l'été très pluvieux, en fait, l'année très pluvieuse qu'on a eue, c'était formidable. Et là, vous voyez ce banc, en fait, une sorte de grand siphon qui permet de collecter l'ensemble des eaux pour ruissellement en fait, de cette petite placette. Et l'eau est stockée ici, et c'est uniquement le cas de gros orages que l'eau est évacuée dans les tuyaux. Rendre désirables les petites centralités. J'ai le temps de faire ça? C'est un gros sujet aussi, hein, parce que la première chose qui est absolument indispensable, c'est d'arrêter de sortir en fait, les équipements publics en fait, des centres-bourgs, et plutôt de les conserver en fait, dans la centralité. Voilà, en ce moment, je ne sais pas si vous avez noté, il y a une grande vague en fait, de nouvelles écoles qui s'implantent en fait, vraiment en périphérie des bourgs, parce qu'il y a des projets de regroupement. Il y a un tas de très bonnes raisons, hein, mais du coup, ça coupe complètement finalement en fait, toutes les écoles, en fait, des petites centralités. Là, c'est juste un exemple pour montrer que en fait, quand c'est possible, c'est quand même bien. Ici, c'est à Azé, en Saône-et-Loire, dans un village, dans un paysage viticole cette fois-ci. C'était assez exotique pour nous. Hein. On n'a pas l'habitude de sortir trop de nos bases, mais là, il se trouve qu'on a pu faire ce petit projet. Et donc l'école, vous voyez, elle est à peine perceptible, elle est ici, on reprend plutôt des codes de l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une architecture en calcaire avec des toitures de pente. Sauf qu'ici, pour déroger au PLU, on a décollé un petit peu les pentes, voilà, pour fabriquer en fait, deux systèmes de éclairage pour les salles de classe. Et puis, dans le cahier des charges, il était demandé de détruire le préau de l'ancienne école. On l'a conservé, c'est devenu en fait plutôt la séquence d'entrée de l'école. Donc on passe par l'ancien préau pour rentrer dans l'école. On peut le voir ici. Et puis dans le cahier des charges aussi, il était suggéré que finalement ce magnifique noyer pouvait être abattu. On l'a gardé. Et on a construit le détour, au contraire, en lui laissant vraiment voilà, de quoi s'épanouir. Alors, conserver les services et les commerces dans les centralités, c'est essentiel. Voilà, ça c'est notre projet la Monnerie Montaigne en Puy-de-Dôme. Là, en fait, il s'agit de réintroduire 2 commerces en rez-de-chaussée et de proposer 6 logements, dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec un vrai enjeu d'accueil des personnes âgées dans les petites centralités, parce qu'il y a le vieillissement de la population. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui habitent dans les hameaux autour du village, et qui sont isolés, qui habitent dans des grandes maisons qui ne sont pas accessibles, qui sont impossibles à entretenir. L'idée, c'est qu'il y ait une sorte aussi d'offres de logements qui permettent de ne pas passer directement en fait, de la maison de famille à la maison de retraite, c'est-à-dire au mouroir. Et au-dessus, il y a 3 logements qui sont plutôt destinés à des familles monoparentales, des jeunes couples ou des familles avec un enfant, et là qui
qui sont assez accessibles par ces 3 petites passerelles ici, qui est un dispositif qu'on retrouve en fait dans tout ce territoire-là, parce que c'était un territoire industriel jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'industrie du couteau. On est à côté de Thiers, pour ceux qui connaissent un peu la vallée de la Loire, etc. Et donc, en fait, dans ce paysage industriel, il y avait ces dispositifs spatials qu'on a repris et qui consistaient en fait du coteau à accéder directement chez soi par une passerelle en métal. Donc là, en fait, on a plutôt déconstruit en fait un grand hangar, un grand atelier de couteaux, de coutellerie. On a fabriqué une cour anglaise qui permet d'accéder en fait aux 3 logements pour les personnes âgées. Chaque logement dispose d'un espace extérieur couvert, un prolongement de son séjour, et les 3 logements du haut voilà, sont des duplex avec des dispositifs qu'on rencontre rarement en fait, dans le pavillonnaire. C'est ça aussi l'idée, c'est d'essayer de voilà, montrer, faire la démonstration que ça devient désirable d'habiter de manière collective en fait, dans un centre-bourg, en travaillant sur la typologie, sur la richesse spatiale. Donc à un moment donné, il faut pas, voilà, faut se donner aussi les moyens, voilà, une double hauteur dans le séjour, il y a une mezzanine, donc voilà, il y a une certaine singularité qui peut aussi être attractive pour les jeunes ménages. Voilà, ça offre une sorte d'alternative tellement au pavillon qu'on retrouverait dans un lotissement à côté. Rendre désirable les petites centralités, c'est aussi en fait imaginer habiter les toits. Donc ça veut dire aussi peut-être réviser notre manière de considérer le patrimoine bâti en France, notamment le patrimoine bâti ordinaire, 19e par exemple. Donc là, on a un peu trop tendance à appliquer au patrimoine ordinaire les mêmes en fait, on va dire, contraintes patrimoniales que sur un bâtiment classé. Tout ça pour des questions, voilà, j'en sais rien en fait. C'est absurde, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, si quelqu'un veut transformer comme ici à s'insérer en fait son immeuble 19e avec une petite terrasse qui se voit même